Le président russe Vladimir Poutine est furieux. Il y a quelques mois, il a ordonné une vaste offensive estivale qui était censée permettre à la Russie de s'emparer de vastes portions du territoire ukrainien. Cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, les forces russes sont embourbées et n'avancent pas, et il y a une raison évidente à cela. Les drones ukrainiens, la supériorité de l'Ukraine, en matière de guerre par drone, stoppent net l'offensive russe, car l'Ukraine a atteint un niveau supérieur avec ses capacités de guerre par drone. La situation de la Russie sur le terrain est bien plus critique que ce que Poutine laisse entendre au monde. Ben Hodges, ex-commandant général de l'armée américaine en Europe, a souligné ce point lors d'une interview avec Times Radio le 30 juillet, lorsqu'on lui a demandé pourquoi la Russie comptait autant sur ses propres frappes de drones et de missiles à longue portée en 2025. Hodges a simplement répondu « Eh bien, évidemment, la Russie démontre qu'elle n'a pas la capacité de percer ou de submerger les défenses ukrainiennes de manière décisive. » Traduction. La Russie utilise un nombre record de drones à longue portée parce que Poutine a compris que ses forces au sol sont quasiment inutiles. Nous examinerons bientôt cette dépendance. Avant cela, Hodges détaille les difficultés rencontrées par la Russie sur le terrain. Il est crucial de se rappeler que malgré des pertes considérables, la Russie n'accomplit quasiment rien sur le terrain, affirme Hodges. Et il a raison. Les chiffres indiquent que l'avancée russe ressemble plus à une progression lente qu'à une prise de contrôle systématique d'un pays. L'année 2025 a été particulièrement difficile pour la Russie sur le plan militaire. Selon un rapport d'Al Jazeera du 10 avril citant des chiffres de l'Institut pour l'étude de la guerre, Institute for the Study of War, et du ministère de la Défense du Royaume-Uni, ministère de la Défense, cela a été mis en évidence. Les deux ont établi des estimations concernant la quantité de territoire que la Russie avait réussi à s'emparer à l'Ukraine au cours des 3 premiers mois de 2025. L'Institute for the Study of War a présenté la vision la plus optimiste des deux pour Poutine. Selon ces chiffres, la Russie a réussi à prendre 165 miles carrés de l'Ukraine en janvier, suivi de 137 miles carrés en février, et seulement 78 miles carrés en mars. Un schéma se dessine. Durant les 3 premiers mois de 2025, les gains territoriaux russes ont tellement diminué qu'ils sont devenus quasiment insignifiants dans le contexte du conflit. Rappelez-vous que l'Ukraine est un pays de grande taille, mesurant 233 100 miles carrés. Chaque mois, la Russie s'empare d'une infime fraction de ce territoire, tout en perdant des dizaines de milliers de soldats pour y parvenir. Et les pertes sont considérables, comme l'a souligné Hodges. Selon le ministère ukrainien des Finances, 1 053 260 militaires russes ont été tués, blessés ou capturés. Jusqu'au 31 juillet, la Russie subit régulièrement 1000 pertes ou plus par jour, avec rien que le 30 juillet ayant entraîné 1070 pertes. Considérez cela par rapport aux chiffres de l'Institute for the Study of War, un instant. En prenant les chiffres de mars, si la Russie perd environ 1000 soldats par jour, cela fait 31 000 pertes pour le mois. En échange, la Russie a gagné 78 miles carrés. Cela équivaut à 397 soldats russes perdus pour chaque mile carré gagné, ce qui est un rendement d'investissement terrible. C'était le meilleur scénario pour la Russie. Durant le premier trimestre 2025, les chiffres du ministère de la Défense étaient bien pires. Il a indiqué que la Russie n'avait réussi à prendre que 126 miles carrés de l'Ukraine en janvier, suivi de 76 miles carrés en février, et seulement 55 miles carrés en mars. Quelle que soit l'institution qui a raison, l'histoire reste identique pour la Russie. Beaucoup de morts, pour très peu de gains territoriaux. Quelques mois plus tard, la situation ne s'est pas améliorée. À la mi-juillet, l'Institute for the Study of War estimait que la Russie avait progressé à un rythme moyen d'environ 55 miles carrés par jour au cours des 6 premiers mois de 2021. 5, ce qui représente une moyenne mensuelle d'environ 165 à 170 miles carrés. Cela montre que les troupes russes sont éparpillées sur le front, incapables de se concentrer sur une zone précise. Selon l'Institute for the Study of War, depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, les forces russes ont principalement utilisé l'infanterie pour avancer en Ukraine. Les forces russes n'ont pas rétabli leur capacité à mener des manœuvres mécanisées, qui permettraient des avancées plus rapides. La conclusion est simple, les forces russes sont à l'arrêt. Et cela n'était nulle part plus évident qu'à Pokrovsk, un centre logistique vital pour l'Ukraine, situé dans la région de Donetsk, Pokrovsk, l'un des principaux objectifs de l'offensive estivale de Poutine. Le nombre important de soldats déployés dans la région le confirme. CNN rapporte qu'il y a 110 000 soldats russes dans les environs de cette petite ville, faisant de Pokrovsk le point le plus chaud d'une ligne de front qui s'étend sur 1200 km.
Poutine veut Pokrovsk, mais malgré les nombreux soldats envoyés, il n'a pas encore réussi à la prendre. Selon Hodges, cette situation dure depuis des années et ne s'améliorera pas réellement pour la Russie, même si elle parvient à prendre Pokrovsk. Cela fait plus d'1 an et demi qu'il tente de s'emparer de Pokrovsk, ville située à l'extrême est de l'Ukraine. Bakhmut n'a toujours pas été prise, dit Hodges. Et même si les Russes y parviennent, il y a une autre ligne de défenseurs ukrainiens derrière. Hodges souligne que les forces terrestres russes sont embourbées dans une guerre d'usure. Les gains sont minimes par rapport aux pertes considérables en soldats et équipements. Pokrovsk représenterait une victoire majeure pour Poutine. C'est un centre logistique important, mais cela ne mettrait pas fin à la guerre. La Russie se retrouvera dans une impasse quasi totale en Ukraine après la prise de Pokrovsk. Selon Hodges, cela met Poutine dans une situation difficile. Donc, pour la Russie, leur seul véritable espoir est que nous abandonnions, dit-il, en faisant référence à l'aide militaire et au soutien que l'Occident apporte à l'Ukraine. La Russie espère que nous cessions de fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour continuer le combat, que nous n'utilisions pas nos outils économiques et que nous abandonnions. Cela ne semble pas probable, et ce refus de l'Occident d'abandonner en Ukraine est ce qui a poussé la Russie à s'appuyer davantage sur quelque chose que nous avons mentionné plus tôt, les frappes de drones à longue portée. Ce qu'ils font, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire attaquer chaque nuit les villes et villages ukrainiens. Hodges souligne qu'ils ne font même pas semblant de cibler l'industrie ou la production d'électricité. Selon Hodges, la Russie cible les hôpitaux, les prisons et les infrastructures civiles avec des frappes de drones à longue portée dans le but d'épuiser la détermination des Ukrainiens et à créer ce sentiment d'inévitabilité, comme s'il était impossible de les stopper. Les chiffres confirment l'opinion de Hodges. En juillet 2025, les frappes de drones russes contre l'Ukraine ont augmenté de 1378%, a écrit à United 24, Média le 31 juillet. Un nombre stupéfiant de 6297 drones, Shahid et Gabara russes, ont été envoyés en Ukraine en juillet 2025 contre seulement 426 en juillet de l'année précédente. C'est un signe évident que Poutine mise sur les drones pour causer des dommages. Mais c'est là qu'il y a un problème pour le dirigeant russe. Les drones longue portée ne peuvent pas prendre de territoire. Ce n'est pas un problème pour l'Ukraine et son approche basée sur les drones, mais c'est un problème majeur pour la Russie. Les drones longue portée peuvent simplement endommager des cibles. Lorsque ces cibles sont des villes et de nature civile, ces dégâts n'aident même pas les soldats russes en première ligne qui essaient d'avancer. Alors que Poutine veut que ces drones sèment la terreur et épuisent l'Ukraine, ce qui se produit, il n'atteint pas l'objectif qu'il souhaite réellement, le contrôle total de l'Ukraine par la Russie. L'utilisation accrue des drones par la Russie en 2025 indique que l'Ukraine a réussi à bloquer son ennemi sur le terrain. Et cela nous amène à la façon dont l'Ukraine parvient à faire tout cela. L'Ukraine a réussi à bloquer la Russie sur le terrain, grâce à une utilisation nettement supérieure des drones sur les plans tactiques, stratégiques et en termes d'impact des dégâts causés sur l'issue de la guerre. Pour approfondir ce point, nous nous tournons vers l'ancien pilote de la Royal Air Force, le vice-maréchal de l'air Sean Bell. Comme Hodges, Bell s'est exprimé sur Times Radio le 30 juillet pour donner son avis sur ce qu'il observe dans la guerre en Ukraine. Et il commence par souligner que l'Ukraine a évité de s'engager dans le type de guerre que Poutine voulait mener depuis le début du conflit. L'Ukraine, avec ses 37 millions d'habitants, mène un combat de David contre Goliath, selon Bell. Je pense que la Russie est environ 5 fois plus grande. L'Ukraine possède un équipement soviétique ancien et moins performant. La Russie s'attendait à écraser facilement l'Ukraine. Contre toute attente, l'Ukraine a survécu. Ces dernières années, l'Occident a progressivement renforcé son soutien au pays. L'Ukraine doit absolument éviter un affrontement de masse contre masse. Cette dernière affirmation est cruciale, car c'est exactement cette stratégie d'évitement que l'Ukraine emploie pour ralentir la Russie. Si l'Ukraine avait affronté la Russie de front, la guerre n'aurait pas duré les 3 ans et demi qu'elle a déjà duré. Selon Bell, la Russie l'emporterait face à l'Ukraine malgré le soutien occidental, grâce à sa puissance de feu supérieure. Global Firepower indique que son armée active compte 132 millions de membres contre 90 000 pour l'Ukraine. Bien que la différence semble minime, le problème pour l'Ukraine réside dans les effectifs de réserve. La Russie dispose de 80 000 réservistes de plus que ce que l'Ukraine peut mobiliser. Elle compte aussi environ 875 000 personnes, atteignant l'âge militaire chaque année, et 334,5 millions de personnes aptes au service militaire. Dans une guerre d'usure, la Russie l'emporte. L'Ukraine a donc choisi une autre voie. Selon Bell, l'une de leurs grandes réalisations a été l'exploitation de drones, en particulier les modèles légers et petits. Et à l'intérieur même de l'Ukraine, ces drones sèment le chaos parmi les soldats russes. Pour moi, la grande statistique concerne la Première et la Seconde Guerre mondiale. Autrefois,
La majorité des blessures sur le champ de bataille étaient causées par des obus d'artillerie, tandis qu'aujourd'hui, plus de 80% sont dus aux drones. Selon Army Technology en avril, la Russie a perdu environ 20 000 soldats en Ukraine, avec une perte d'environ 1000 soldats par jour. Cela signifie que 800 des pertes quotidiennes de la Russie sont le résultat de ses troupes entrant en contact. Pas avec des soldats ukrainiens ou des types d'équipements de guerre plus traditionnels, mais parce que des drones les trouvent et les tuent. On observe ici la stratégie de l'Ukraine d'éviter les affrontements massifs, en utilisant de manière précise et réfléchie les drones dans son approche militaire. Selon Forbes en mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fixé l'objectif à son pays de construire 45 millions de drones d'ici 2025. Cela donnerait à l'Ukraine plus de 4 fois le nombre de drones que de membres actifs dans son armée, ce qui laisse entendre que l'Ukraine essaie de s'orienter vers une forme de guerre où elle doit rarement mettre des humains en première ligne. Les drones font tout le travail difficile en Ukraine, ce qui explique pourquoi les troupes terrestres russes n'avancent pas. Les drones ukrainiens tuent des personnes et détruisent du matériel mécanisé, qui sont les deux atouts clés dont Vladimir Poutine a besoin si la Russie veut conquérir du territoire. L'Ukraine utilise des drones à courte portée pour contrer la supériorité numérique de la Russie, ouvrant des opportunités pour reprendre du territoire. Une offensive de drones peut être suivie par des soldats, qui reprennent des terres auparavant occupées par la Russie, contrairement aux frappes de drones à longue portée russes. La Russie a également des drones en Ukraine, mais elle rencontre des difficultés d'approvisionnement pour les faire entrer dans le pays. Cela signifie que l'Ukraine a toujours une longueur d'avance en termes de nombre. De plus, l'Ukraine sait tout simplement mieux utiliser ses drones que la Russie. Une nouvelle tactique ukrainienne, les zones tampons de drones, joue un rôle crucial pour ralentir l'avancée des troupes russes. Le point principal à retenir est que, malgré la puissance de la Russie et son offensive, l'Ukraine a réussi à stopper son élan. Principalement parce qu'il y a maintenant une vaste zone tampon où tout mouvement est fatal, le tout centré autour des drones, explique Bell à Times Radio. Les lignes de front traditionnelles ont été transformées par ces zones tampons. Autrefois, la portée des armes à tir direct et l'efficacité des armes à tir indirect dictaient le rythme de l'avancée ou de la retraite. Aujourd'hui, les zones tampons de drones limitent considérablement l'efficacité des chars et de l'artillerie russe. L'Ukraine a entamé la construction de cette zone tampon, également considérée comme un mur de drones, dès mars. Selon la presse Euromaïdan ce mois-là, l'Ukraine prévoyait une zone tampon de 150 km et produisait 4000 drones par jour. Selon Force populaire de la victoire, cette nouvelle tactique pourrait être décisive dans la guerre. Cela montrait que l'Ukraine prenait l'initiative en se dirigeant vers un champ de bataille surveillé par des drones, lui permettant de contrer l'avantage en effectif de la Russie. Selon CNN en mai, l'Ukraine travaillait à l'établissement de davantage de zones tampons de drones. L'idée, à ce moment-là, était de créer plusieurs couloirs défensifs le long de la ligne de front, autour des zones que la Russie voulait prendre lors de son offensive d'été. L'Ukraine crée des couloirs de drones pour empêcher la Russie d'emprunter la route directe vers ses cibles. C'est un concept simple. Ces couloirs interdits servent à canaliser les soldats russes vers des espaces ouverts, où ils peuvent être attaqués à l'aide de drones, d'artillerie et de toutes autres armes. L'Ukraine en dispose. L'Ukraine a également créé quelque chose appelé l'OSHI, a rapporté Reuters le 17 juillet. Ce système centralise les flux vidéo capturés par les drones, opérés par 15 000 équipes à travers toute l'Ukraine, offrant une visibilité immense sur le champ de bataille. L'Ukraine peut localiser les soldats russes et leurs cibles d'attaque, lui permettant de préparer ses défenses et d'organiser des embuscades. Cela augmente les pertes russes et, selon Bell, aide l'Ukraine à éviter la bataille de masse souhaitée par Poutine. Mais ce n'est pas seulement la campagne de drones sur le champ de bataille qui a permis à l'Ukraine de monter en puissance. L'Ukraine utilise aussi ses drones pour causer d'importants dommages à la Russie sur son territoire. L'opération Toile d'araignée en est l'exemple parfait. Cette frappe stratégique a permis à l'Ukraine d'introduire secrètement des dizaines de drones en Russie, en utilisant des camions et conteneurs spéciaux pour les cacher. Des camions ont livré les marchandises dans des entrepôts ukrainiens, conduits par des chauffeurs russes, ignorant le contenu transporté. Les camions se sont arrêtés à des points prédéfinis, leurs conteneurs ont été ouverts, et des hordes de drones ukrainiens se sont déversés pour attaquer 4 aérodromes russes clés. À la fin de l'attaque, l'Ukraine avait détruit plusieurs bombardiers et avions espions russes, coûtant au pays environ 7 milliards de dollars dans le processus. Pour en savoir plus sur l'opération Spiderweb et son impact sur la Russie, regardez notre vidéo. Bell en parle sur Times Radio. L'opération Spiderweb a nui à la Russie. Les avions ukrainiens ont visé les rares bombardiers et avions espions opérationnels de Poutine, délibérément déplacés dans des zones supposées hors de portée des frappes de l'Ukraine. Comme vous le savez, la Russie est célèbre pour cannibaliser ses avions, fait remarquer Bell. Donc, la proportion de la flotte qui a réellement été déplacée et qui était en état de marche représentait la majorité,
et un bon nombre d'entre eux ont été détruits lors de l'opération. L'opération Toile d'araignée était l'une des multiples attaques de drones ukrainiens en territoire russe. Les Ukrainiens sont bien plus précis avec leurs drones à très longue portée, note Bell. L'opération Toile d'araignée n'est pas la seule. L'Ukraine utilise des drones sur plus de 1000 km pour attaquer des infrastructures militaires et logistiques cruciales, des usines, des raffineries de pétrole, etc. Et ça fonctionne. En février, l'Atlantic Council a rapporté que les drones longue portée de l'Ukraine avaient détruit environ 10% de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie. À la fin du mois de juin, le Kiev indépendant rapportait que les frappes de drones en profondeur avaient coûté à la Russie plus de 10 milliards de dollars rien qu'en 2025. C'est là l'essentiel. Les drones forces populaires de la victoire ukrainiens à courte portée ralentissent les troupes russes sur les lignes de front, tandis que les drones longue portée frappent l'infrastructure d'approvisionnement de ces troupes. Le carburant part en fumée, les dépôts de munitions et les installations de fabrication sont détruits. Chaque perte de ce type détruit un autre rouage de la machine de guerre russe. Les forces de Poutine au front s'affaiblissent, tandis que l'Ukraine renforce son armée de drones, ralentissant considérablement l'avancée russe. La stratégie des drones crée un problème de ligne de front statique pour Poutine, rendant les autres armes russes moins efficaces dans cette situation de blocage. Prenons les bombes aériennes guidées comme exemple, aussi connues sous le nom de bombes planantes, grâce à des kits spéciaux qui équipent les bombes non guidées soviétiques d'ailes, leur permettant de planer jusqu'à leur cible. Les bombes aériennes guidées ont été cruciales dans la stratégie de Poutine en 2024. Reuters rapporte que la Russie en a lancé 51 000 sur l'Ukraine rien qu'en 2024, causant des ravages et aidant les troupes de Poutine. Bell affirme que ces bombes sont moins efficaces, grâce à l'utilisation de drones par l'Ukraine pour freiner l'avancée russe. Cependant, avec les lignes de front devenues si statiques récemment, les Ukrainiens sont tous retranchés dans leurs bunkers. Les bombes planantes causent des maux de tête et des bourdonnements d'oreilles temporaires aux soldats, selon Bell. Mais au début, c'était très destructeur. Avec la ligne de front qui se fige à cause des drones créant une zone tampon, les bombes planantes perdent en efficacité. Les drones ukrainiens empêchent la Russie d'utiliser ces bombes planantes, et les forces terrestres de Poutine de prendre du territoire. Un autre aspect à considérer dans la stratégie des drones de l'Ukraine est l'énorme pression sociale qu'elle exerce sur Poutine. Mener autant de frappes en profondeur réussies sur le territoire russe est un problème majeur. Chaque frappe réussie est un signe de plus pour le peuple russe que Poutine n'est pas le grand protecteur qu'il prétend être. Poutine ne stoppera pas la guerre malgré les frappes de drones ukrainiennes en Russie. Mais il devient moins efficace en tant que dirigeant parce que le peuple russe ne peut plus faire confiance à l'image d'homme fort que Poutine a façonné. Après tout, comment Poutine pourrait-il être si fort s'il permet à l'Ukraine d'utiliser des drones pour attaquer la Russie ? La combinaison de tactiques sur le champ de bataille et à longue portée permet à l'approche basée sur les drones de l'Ukraine de passer au niveau supérieur. Il y a une intention derrière tout ce que fait l'Ukraine. Elle construit de nombreux drones, non seulement pour un avantage numérique contre la Russie, mais aussi pour créer des zones tampons, détruire les troupes russes et frapper des infrastructures militaires clés. Si l'Ukraine veut gagner cette guerre, ces drones seront la clé. Poutine ne peut que regarder impuissant ses troupes neutralisées par les brillantes tactiques ukrainiennes. Les drones aident non seulement l'Ukraine à freiner la progression russe. Ces drones pourraient bien être la clé pour transformer l'Ukraine en une superpuissance militaire capable de rivaliser, voire de dépasser la Russie. Pour en savoir plus, visionnez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission militaire pour découvrir l'évolution des tactiques de l'Ukraine. Merci de votre fidélité.